Alors, quelques idées reçues quand on parle de chauffage au bois. La première idée reçue, c'est celle du manque de bois et de la déforestation. Alors, vrai ou faux? C'est donc la première question à laquelle je vais vous proposer de répondre ce soir. Donc, filière bois et production de bois énergie. Donc d'abord un mot pour me présenter. Donc Douglas Martin, je suis le directeur de l'interprofession Fibois-Rhône. Donc on est une association de professionnels de la filière bois. Quand on parle de filière, on parle de l'amont à l'aval de la filière, donc des forestiers, des scieurs en première transformation, charpentiers, architectes, après tout ce qui est prescription. Et donc on mène des actions collectives pour développer les utilisations du bois et du bois local. Donc d'abord une présentation de la filière bois en France. Ça passe juste. Donc la filière bois en France, c'est plus de 400 000 emplois directs et indirects. La nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région française en emploi. C'est une cinquantaine de familles de métiers, une majorité de petites entreprises et une filière moderne, très souvent méconnue. Quand on parle si vous demandez à quelqu'un s'il travaille dans le bois, vous imaginez certainement qu'il est menuisier. Seulement, la menuiserie aujourd'hui, c'est plus forcément la menuiserie que pratiquaient nos grands-parents. Et si vous reposez une question à quelqu'un s'il est garde forestier, sachez qu'aujourd'hui, on ne paye plus personne à garder les forêts. On a des gestionnaires forestiers et une activité forestière qui est de plus en plus mécanisée. Donc voilà, une modernité de la filière qui passe souvent inaperçue. Ressources bois et déforestation. Donc sachez qu'en France métropolitaine, on a un accroissement de la surface des forêts chaque année. La forêt de France fait 16 millions d'hectares. C'est le résultat de plusieurs centaines d'années de travail. 30% du territoire, c'est le troisième ou le quatrième massif européen. Plus de 150 espèces. Et donc en surface, presque plus 1% de surface de forêt par an depuis plus de 30 ans. Et à la fois plus de volume dans chacun des hectares de cette forêt. Donc pour la suite, je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus techniquement pourquoi il y a plus de bois dans les forêts. Donc là, c'est un graphique qui montre, ça part en bas, ça monte. Donc la ligne continue, c'est la population en France, et les pointillés, c'est la surface de forêt. Donc il y a toute une période à peu près de l'époque romaine jusqu'au Moyen-Âge où on a des défrichements massifs, une agriculture extensive et des pratiques d'élevage aussi en forêt, donc ce qu'on appelle le glandage des porcs qui vont du coup en forêt. Plus tard, on a la période plus industrielle où on continue d'avoir des pratiques agricoles qui vont ronger les forêts, pâturage, et aussi le développement d'activités industrielles ou semi-industrielles qui vont s'implanter au milieu des massifs forestiers pour utiliser la ressource en bois comme source d'énergie. Donc les forges, les verreries, les briqueteries, les salines, les mines. Et ensuite, bon, il y a aussi la construction navale qui, à cette époque, est en plein essor. Alors, en 1660, Colbert, qui est un des premiers aménageurs de la forêt, annonce que la France périra faute de bois. Donc à cette époque, il y a aussi des pénuries, des hivers rudes, des maigres récoltes, un état faible, et on peut largement dire que les forêts sont pillées. Après, il y a une autre époque charnière, milieu du 19e, et qui va se poursuivre. Donc c'est plutôt une période d'exode rural et le recours à d'autres énergies que le bois, comme le charbon de terre, donc les mines, qui vont faire que la surface forestière va commencer à regrandir en France. Et puis après, il y a une seconde période du XXe siècle où on découvre massivement et on utilise massivement d'autres énergies qui sont le pétrole et l'électricité en France nucléaire, qui font qu'on va beaucoup moins chercher de bois en forêt pour l'usage de l'énergie. Voilà, avec une charnière qui est le Code forestier en 1827.
Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, la réglementation qui s'applique en forêt est assez complète. Vous avez plusieurs codes qui régissent à la fois la gestion et l'exploitation forestière, le code civil, le code forestier, le code rural et de la pêche maritime, le code de l'environnement, le code du travail, plus des arrêtés préfectoraux dans certains cas. Donc aujourd'hui, j'espère que vous comprenez bien qu'on ne fait pas ce qu'on veut en forêt et que les forêts sont regardées de très près. Ici, le but, c'est pas forcément de vous refaire l'essence du code forestier, mais sachez que dans la dernière version du code forestier, qui est du 29 septembre 2017, on donne énormément de missions à nos forêts qui sont parfois difficiles à mener de front. Donc, dans le cadre d'une gestion durable, conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestière, d'abord protection de la ressource en eau et de la qualité de l'air, fixation des sols par la forêt, stockage du carbone, fixation du dioxyde de carbone. Donc vous voyez déjà qu'on a bien encadré le rôle des forêts en France. Et donc un autre article derrière qui du coup explique que un propriétaire forestier, on respecte bien entendu sa propriété à condition qu'il garantisse une gestion durable, un équilibre biologique et qu'il satisfasse les besoins en bois et autres produits forestiers. Donc, voilà. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le contexte de déforestation qu'il y a pu y avoir à une époque en France. On est plutôt dans une phase d'expansion de la forêt avec du coup d'autres énergies qui ont pris la place. Donc en mini conclusion sur la ressource bois, donc c'est une ressource abondante, une filière qui est créatrice de richesses et d'emplois en milieu rural et en milieu urbain. On a une forte demande aujourd'hui sur le bois construction et le bois énergie, mais on garde un cadre réglementaire et des contrôles assez sévères. Aujourd'hui, il y a des contrôles qui se font, notamment avec des technologies satellites. Et puis là, on a une campagne de communication plus récente qui vise un peu à rappeler que le métier des forestiers, c'est d'entretenir cette forêt pour lui permettre de se maintenir et donc de l'aider à respirer. Quelques chiffres. Donc la production de bois en France, c'est plus de 83 millions de mètres cubes par an. Une récolte de bois d'œuvre qui est autour de 20 millions de mètres cubes. Du bois industrie, donc c'est ce qui est panneau, papier, autour de 11 millions de mètres cubes. Et en dernier lieu, c'est la récolte de bois énergie, donc directement en forêt, qui est autour de 8 millions de mètres cubes par an. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a un accroissement de la ressource en forêt, puisqu'on ne va pas récolter, loin de là, les 83 millions de mètres cubes que les forêts produisent. Donc voilà le moteur de la filière, c'est le bois construction, mais vous avez aussi les filières d'industrie papier et l'énergie comme la plaquette forestière. Donc les principaux combustibles qui sortent donc de la forêt, c'est la bûche, c'est le combustible le plus traditionnel, feuillu, plutôt bois dur. Et donc c'est aussi des sous-produits du bois d'œuvre quand les bois sont tordus. Ou des parcelles de taillis qui n'ont aucun potentiel pour faire du bois d'œuvre. L'autre grand combustible de la filière bois, donc c'est le granulé, c'est principalement des connexes de la transformation du bois. Aujourd'hui, dans une scierie, quand vous sciez des grumes, vous avez 50% du bois rond qui est rentré, qui ressort sous forme de copeaux ou d'écorce ou de sciure. Donc on a aujourd'hui un gros gisement sur ces connexes qui sont liés à la transformation du bois. Alors on ne détaillera pas ce soir le granulé au bois puisqu'on avait déjà fait un 5 à 7 spécifique avec du coup l'intervention de Propellet. On parlera ce soir plutôt de bûches et de plaquettes déchiquetées. Donc la plaquette forestière, c'est le troisième grande famille de produits forestiers, produits bois énergie qui sort des forêts. Donc, soit des sous-produits dans des parcelles de bois d'œuvre, soit des parcelles sur lesquelles on n'arrive pas à faire de bois d'œuvre du tout, où on a des taillis sur lesquels on revient
tous les 30, 40, 50 ans pour spécifiquement venir chercher du bois de chauffage. Et donc on a aussi en place une filière de bois de recyclage qui représente aussi un grand gisement. Voilà, donc là, un peu sur la ressource. Deuxième idée reçue sur le chauffage au bois, c'est le fait que le chauffage au bois polluerait l'air. Donc j'ai repris l'étude du Grand Lyon sur la qualité de l'air, étude basée sur les recensements Atmo. Donc il faut savoir effectivement que sur l'agglomération lyonnaise, entre 2001 et 2002, il y a eu 424 décès prématurés liés à la question de la qualité de l'air. Donc c'est une question de santé publique qu'on ne peut pas mettre de côté. Maintenant, quand on regarde l'évolution depuis les années 2000, on s'aperçoit que donc il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits. Il y a des émissions qui ont été diminuées par 2 dans certains cas. Donc en fonction des secteurs d'activité, je reprends l'étude Atmo Auvergne-Rhône-Alpes de 2015 sur la métropole de Lyon. Donc vous avez différentes sources de pollution. Les premiers, c'est les oxydes d'azote. Le chauffage au bois serait responsable de 1%. Après, vous avez des particules fines inférieures à 10. Donc le chauffage au bois serait responsable de 30%. Sur les plus petites particules encore, le chauffage au bois serait responsable de 35% des émissions. Alors on relève un niveau d'oxyde de carbone, mais moi je le considère un petit peu moins puisque nos forêts séquestrent le carbone en face, donc pour moi ça n'a pas lieu d'être retenu. Dioxyde de soufre, donc le bois n'est pas ciblé. Et dans les gaz à effet de serre, nos forêts séquestrent 20% du CO2, donc je ne le retiens pas. Donc au global, le bois serait responsable en tout, si on compte à peu près 10% des émissions. Donc c'est pas forcément le premier pollueur. Maintenant, il faut évidemment accompagner la transition vers des systèmes à meilleur rendement. Donc c'est une responsabilité partagée aujourd'hui. Donc la filière bois fera les efforts qu'elle doit faire pour être le plus exemplaire possible. Maintenant, c'est une responsabilité qui est partagée aussi avec le monde du transport. Quand on regarde les cartes de où sont les lieux les plus pollués, c'est pas forcément là où on a la majorité de systèmes de chauffage. Donc un raccourci souvent qui voudrait qu'on dise que le chauffage au bois pollue, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il faut faire attention aux raccourcis. Et effectivement, parmi les sources de pollution à l'air, le chauffage au bois, et en particulier des systèmes vétustes ou des mauvaises utilisations, peuvent polluer l'air. Et du coup, j'insiste aussi sur les questions d'habitude. L'étude qui a été menée sur le Grand Lyon montre qu'il y a 45% des usagers qui brûlent du bois de récupération. Donc on a un vrai souci aussi sur les pratiques à mener pour qu'on s'assure que le combustible qui est réellement utilisé réponde aux exigences après du matériel et de notre question de santé publique. Une autre idée reçue sur les changements de pratique, c'est qu'il y aurait personne pour accompagner les personnes à évoluer. Donc, sachez que sur le Rhône et la métropole de Lyon, vous pouvez appeler le numéro de l'espace info et énergie qui est ici en bas pour recueillir toutes les informations sur les aides. Alors, il y a les aides nationales pour les particuliers, crédits d'impôt, les certificats d'économie d'énergie, et en fonction des territoires, des aides locales pour les maîtres d'ouvrage, pour les autres maîtres d'ouvrage que les particuliers. Vous avez aussi une aide régionale qui existe. Enfin, tout ça, ça reste assez compliqué. Le plus simple, c'est de prendre contact avec l'espace info énergie. Donc ce soir, vous aurez une présentation des aides du Grand Lyon. On voulait quand même présenter l'aide de la communauté de l'Ouest rhodanien, les aides qui du coup sont assez importantes et à mon avis il ne faut pas passer à côté. Donc c'est 70% des études et jusqu'à 80% de l'investissement
avec un accompagnement technique à disposition sur l'accord, qui est Claire Rigal et qui est dans la salle si vous voulez tout à l'heure lui poser des questions. Une dernière diapositive pour vous présenter un outil simple qui peut vous aider à faire des simulations sur des systèmes de chauffage que vous voulez comparer. Donc c'est l'outil Thermix qui est accessible sur Internet. C'est assez simple à utiliser, ça vous permet déjà d'avoir un premier avis sur les 2 ou 3 options. Ce qu'on voit quand on fait le calcul sur 20 ans, c'est que les énergies renouvelables coûtent maintenant moins cher que les fossiles, notamment grâce aux aides qui sont mises en place.